Bonjour et bienvenue à Moteur, Action, Inclusion, la première série vidéo proposée par Futur et Média, la plateforme éditoriale du Fonds des médias du Canada. Nous poursuivons cette saison 2 à Montréal. Nous avons rencontré des duos créatifs qui veulent transformer l'industrie des écrans d'ici. Nos invités sont à l'avant-garde des pratiques inclusives et du travail en équipe. Ce sont des leaders qui se sont donnés pour mission d'ouvrir la voie à la prochaine génération de conteuses et de conteurs d'histoire à travers le pays. Suivez-moi. Pour conclure cette deuxième saison, partons à la rencontre de la productrice Bahija Essoussi Gagnon et de son mari, aussi producteur, Samuel Gagnon. Objectif 9, leur boîte de production, met en lumière de nombreuses histoires issues d'une multitude de voix. Bahija a par ailleurs cofondé Nawal, un laboratoire de soutien pour les artisans des écrans originaires de l'Afrique du Nord et de l'Asie de l'Ouest. Bonjour Bahija, bonjour Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Donc vous êtes un couple tous les deux dans la vraie vie, vous travaillez aussi ensemble, vous êtes tous les deux producteurs. Et j'étais curieuse de savoir, qu'est-ce qui est arrivé avant? Est-ce que c'est la relation personnelle ou professionnelle? Bonjour Gaëlle, merci d'avoir pensé à nous deux et merci de nous avoir invités à ton émission. Oui, bien sûr, le couple a existé en personne bien avant le couple dans la carrière. On se connaît depuis bientôt, en décembre, ça va faire 20 ans. C'est sûr, moi avant, je faisais autre chose, j'étais professeur d'économie au lycée à Safi au Maroc, donc j'avais ma vie là-bas. J'étais le genre de personne qui pensait jamais quitter le Maroc ni abandonner sa carrière d'enseignante. Puis Samuel est arrivé. C'est ça. Faut changer ça. Exactement. Ouais, le destin, on a décidé autrement. Mais même quand je suis arrivée ici, c'est pas la première chose que je voulais faire parce que j'ai commencé à travailler sur mon permis d'enseigner, que j'ai eu mes examens, l'équivalence et tout. Et j'ai même commencé une carrière en enseignement pendant 3 ans dans les différentes commissions scolaires à Montréal, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Puis pendant ce moment-là, je faisais de temps en temps, je travaillais comme assistante comptable, comme coordonnatrice, comme assistante dans des projets que ça me produisait. Donc, tranquillement, je me suis trouvée dedans. Donc toi, tu étais déjà dans le milieu. Samuel, tu l'as Ouais, c'est ça. entraîné, en fait. Donc, elle a marié effectivement le producteur de film. Puis en mariant le producteur, je pense qu'au fil des années, au fil des projets, elle connaissait tous les projets parce que j'en parlais tout le temps. Puis, venu un moment, je dirais vers 2013 à peu près, que là, on a fait un long métrage qui était Cara Cara à l'époque, que c'était un projet qu'elle avait connu de la naissance de A à Z. Donc, je pense si j'étais coordonnatrice sur ce projet-là. Ouais, c'était en coproduction avec le Japon. C'est ça. Puis moi, je m'occupais du bureau à Montréal. Donc, C'est ça. Sauf qu'elle avait vraiment, de la genèse du projet, tout le développement, tout le financement, elle avait comme suivi étape par étape. Donc, c'est après ce film-là où est-ce quand d'autres projets sont arrivés, elle a commencé à devenir impliquée comme productrice. On a commencé à développer une méthode de travail ensemble suite à ça. Et donc, vous êtes aujourd'hui tous les deux producteurs, productrices. Après avoir exercé, toi, des carrières complètement différentes, toi, tu as été dans la distribution, dans d'autres domaines connexes, on va dire. Dans votre rôle actuel de producteur, productrice, qu'est-ce qui vous plaît spécialement? Oui, moi j'adore faire ça parce que surtout pour certains projets qui naissent comme de rien, d'une idée, d'un petit synopsis ou d'une rencontre de maillage. Puis là, c'est tout le processus de développement ensemble, les demandes de financement qu'on soumet, les refus qu'on reçoit, tout ce processus-là, le casting, le tournage, puis jusqu'à la copie zéro. Moi, c'est un processus qui me passionne beaucoup. C'est très différent, c'est très créatif, j'aime cette évolution, c'est très différent de ce que je faisais avant. Ouais, je trouve que c'est passionnant. Je pense que c'est aussi l'idée de défendre un projet, défendre un créateur, de dire que ce projet-là doit exister. Parmi tous les autres projets que les institutions reçoivent pour le financement, de trouver les façons de convaincre. Non, ce projet-là, on y croit, celui-là doit absolument exister.
Donc, c'est ça, c'est vraiment de trouver une œuvre qui va venir nous parler, puis qui va nous allumer ce désir-là de vouloir de le défendre coûte que coûte pour tout. Ça, c'est vraiment ça qui nous allume, je pense, là. Ouais, c'est la passion. Ouais, ben on le dit souvent, en fait, c'est une industrie qui est difficile. Si on n'est pas passionné, je pense pas que les gens survivent. Depuis le temps, en tout cas que moi je travaille là-dedans, on en a vu beaucoup des gens de la relève qui sont venus. Si je parle surtout au niveau des producteurs, puis il y en a beaucoup qui sont passés, très peu sont restés. On a quelques collègues de notre même génération et tout. Je pense qu'on est tous des survivors parce que c'est pas facile. Alors justement, en parlant de relève, on va parler là de Nawal, qui est un prénom de femme, mais aussi, surtout là, le North African West Asian Lab, que tu as cofondé avec une productrice basée à Toronto qui s'appelle Anya Jamila. Donc c'est un labo qui vise à former, accompagner, soutenir les cinéastes de cette vaste région géographique qu'on résume souvent à un mot, arabe. Les Arabes, exact. Alors le mot, le nom, là, a son importance. J'ai l'impression que vous avez voulu amener un peu de subtilité, de nuance peut-être. Ça fait, je dirais, depuis 2013, on avait créé un groupe sur Facebook qu'on appelait le MAM, c'est comme Montréal Arabe Média, je pense. où on se rencontrait parce qu'on réalisait à Noël, il y avait plein d'étudiants marocains ou des gens qui vivaient ici de la communauté qui se trouvaient seuls à Noël ou surtout pendant les fêtes traditionnelles, les fêtes de Ramadan, l'Aïd, etc. Donc on se regroupait, on se trouvait chez nous ou dans un café. Et là, progressivement, donc là, surtout puisque nous, on est des producteurs, donc on se rencontrait avec des réalisateurs, des preneurs de son, des vidéastes, des scénaristes, des comédiennes, dont Nadia Kounda, Houda Rihani, Najat El-Wafi et plein d'autres. Et on se rencontrait régulièrement, comme une fois par mois, et des fois quand il y avait une nécessité, un tournage. Et ça a donné lieu à 2 clips pour une chanteuse marocaine qui est assez connue, Nidal. Puis on avait aussi produit un court-métrage d'une réalisatrice marocaine. Mais quand Covid est arrivé, donc le groupe est toujours existant, mais on a arrêté de se voir. Mais l'idée de se rencontrer, défendre la relève et encourager les créateurs issus de la diversité, ça a toujours existé, puis on l'a juste concrétisé avec Nawal en 2022. Comme que Benja a dit, ce groupe-là est un petit peu comme sous respiratoire, je dirais, parce qu'il était plus très actif. Et il y a près de 2 ans, on a rencontré Anya Jamila lors des rencontres de coproduction qui avaient lieu à Bruxelles cette année-là. Dans une conversation avec Anya, elle avait ce même désir-là de créer une association qui allait défendre cette communauté-là. Et là, nous, on lui a parlé de qu'est-ce qu'on avait fait avec le MAM et tout. Et là, c'est avec elle qu'on a voulu vraiment essayer de créer quelque chose de concret. Et là, ça a donné lieu à une suite de Zoom entre elle en Ontario et nous ici. Mais étant, nous, des producteurs, elle, productrice, scénariste, réalisatrice, on était comme super occupés chacun de notre côté. Fait que c'était souvent des conversations qui on commençait à avoir une bonne idée, un bon plan de qu'est-ce qu'on voulait faire, mais ce qui est arrivé, c'est que l'an dernier, il y a exactement 1 an, on a rencontré Sarah El Attar, qui est une jeune documentariste qui est ici à Montréal, qui, elle, avait un projet d'incubateur pour créer un programme de mentorat pour des jeunes cinéastes issus de la région. Et avec des amis communs, elle parlait pour son financement, elle avait besoin d'une association. Et là, il y a des gens qui nous ont mis en contact. On a rencontré Sarah. On a tout de suite adoré son projet. Puis on a dit, OK, non, ça, c'est justement le truc, le genre de programme que nous, on a envie de faire et de défendre. Et grâce à ce contact-là avec Sarah, tout de suite, en fait, ça nous a forcé à officialiser l'association. Et je pense qu'au moment de la rencontre, 2 ou 3 semaines après, il y avait une demande de financement. Il y avait une date butoir de demande de financement. Fait que ça a vraiment accéléré les trucs. Et on est parti en mode financement pendant 6 mois pour pouvoir démarrer ce programme-là qui existe depuis le mois de juin et qui va bientôt avoir sa conclusion de la première édition dans le cadre de notre partenaire, le Festival Cinémania. Très bien, parce que j'allais y venir justement au programme Volume, qui est piloté donc par Sarah El Attar, qu'on salue. Comment ça se passe pour l'instant? Et j'aimerais aussi savoir pourquoi, c'est peut-être le focus que souhaitait Sarah, mais vous pouvez aussi me répondre, pourquoi se focaliser sur les femmes cinéastes pour ce programme-là? L'idée de la femme, c'était tout de suite, dès le départ, dans la présentation que Sarah nous a faite. Dans les discussions qu'on a eues après, puis je ne veux pas
Il faudrait que Sarah soit là pour répondre pour elle-même, mais je vais essayer de traduire ce qu'elle nous avait dit. C'est que, et on est tout à fait d'accord avec elle, c'est que oui, la communauté avait besoin d'une voix, mais spécialement peut-être les femmes. Je pense que Sarah, en tant que cinéaste, est amie avec plusieurs de ses collègues et tout. Et dans leur discussion, ils sentaient qu'il y avait vraiment un besoin pour ça. Donc, nous, on pensait qu'effectivement, pour démarrer Nawal, avec la première édition du programme Volume, on y allait avec un programme qui était dédié entièrement aux femmes originaires du Québec. Et là, en ce moment, on est en discussion pour les prochaines éditions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va Across Canada? Est-ce qu'on ouvre aux hommes? On est un petit peu dans cette discussion-là de qu'est-ce que la deuxième édition va avoir de l'air dans le futur. Donc, on va voir. Et puis, c'est vrai que la femme arabe, là, j'utilise le terme communément employé, se trouve souvent à l'intersection de plusieurs discriminations sexistes, racistes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent? Est-ce qu'il y a des progrès là-dessus dans l'industrie? Vous qui êtes des insiders, quelle est ta perspective, Baïja, sur cette question? Moi, je ne sens pas vraiment ça ici. Tout notre entourage, les 10 participantes au programme Volume qui viennent de plusieurs pays différents, c'est des femmes épanouies, des femmes fortes, c'est des femmes qui s'affirment et on leur donne la chance de s'affirmer encore plus et de montrer ce dont elles sont capables de faire. C'est vraiment la notion de femme soumise, c'est comme elle est plus là. En fait, c'est un vrai cliché, je pense. Ouais. Et c'est un des mandats de Nawal de combattre ce cliché-là parce que, excuse-moi de t'interrompre, si on regarde juste les films étrangers, les films des pays arabes actuels, au Maroc, en ce moment, l'an dernier, il y avait Animalia de Sophia Alaoui. Il y avait Queens de Yasmine Benkiram, celle qui a gagné meilleur documentaire à Cannes, Asma El Moudir. Il y a énormément de femmes réalisatrices. En Tunisie, le plus gros film tunisien de l'année, c'est le film de Qatar, son nom de famille, Benania, Les filles d'Olfa. En Égypte, au Soudan, il y a un film en ce moment qui cartonne, Goodbye Julia. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes réalisatrices dans le monde arabe en ce moment. Et j'ai même envie de dire que s'ils n'ont pas la parité, du moins, en tout cas à l'international, dans le circuit des festivals, c'est beaucoup des films de femmes qu'on voit et qui sont issus du monde arabe. Donc, cette idée-là que les femmes sont plus soumises, c'est quelque chose qui, en tout cas, je pense que nous, on n'est comme pas d'accord avec cette idée-là. Et on essaie justement, je pense, avec l'association Nawal, de démontrer que ce n'est pas vrai. Et oui, en quelque sorte, Volume 1 vient confirmer ça. Oui, c'est une perception complètement absurde, désuète, mais qui peut demeurer justement. Donc avec des programmes comme ça, je comprends l'idée derrière de remettre en question certains clichés en fait. Et justement, qu'est-ce que Nawal en général vise à combler? Quel manque ou quel besoin que vous avez identifié? Mais on veut que ce soit une entité qui représente toutes les personnes qui viennent de ces régions-là. Justement, on nous met dans une seule catégorie, un seul panier, c'est comme les Arabes ou les musulmans. Ils savent pas que il y a des pays qui sont pas des Arabes, d'autres qui sont pas des musulmans. Au Maroc, on a des Juifs, on a des chrétiens, on a des Amazirs, des Kabyles. C'est toute une diversité. Puis les gens, ils nous mettent dans ce panier, c'est comme tu as dit tout à l'heure, les Arabes, parce que c'est difficile de sortir et de dénoncer quelque chose en tant que monsieur ou madame X. Mais si c'est une entité officielle qui existe, reconnue par le gouvernement, financée par les institutions, donc ça donne plus de poids. Donc toi, Baïja, tu es d'origine marocaine. Samuel, tu as des racines japonaises aussi. Exact. Cette richesse-là que vous avez, comment est-ce qu'elle vous guide dans vos choix cinématographiques, dans votre façon de travailler? À quoi ça ressemble si vous deviez définir justement des pratiques inclusives dans ce que vous faites, à quoi ça ressemble un peu pour vous? C'est vrai que depuis quelques années, notre boîte avec Objectif 9, on a décidé qu'on allait donner, j'ai envie de dire, priorité aux créateurs issus de la diversité. Ça ne veut pas dire du tout qu'on
qu'on ne va pas travailler avec des gens qui ne sont pas issus de la diversité, mais c'est vrai que nous, disons que au niveau de notre recherche active de nouveaux talents, de nouveaux créateurs, on regarde beaucoup du côté des gens qui sont issus de la diversité. Donc, de un, ça guide un petit peu notre choix, mais en même temps, si quelqu'un arrive avec un projet, on travaille avec F. Saint-Louis, avec Claude Gagnon, qui sont des Québécois, et on va continuer de travailler avec ces gens-là et d'autres nouveaux, Simon Boudreau, avec qui on travaille aussi également en ce moment. On va continuer de le faire, sauf que c'est vrai que les histoires qui nous intéressent sont beaucoup des histoires de gens qui sont issus des communautés. Les institutions parlent depuis quelque temps de diversité à l'écran. Ce qui est une super bonne chose. Je pense que c'était important maintenant de montrer cette diversité-là à l'écran pour que les jeunes se reconnaissent sur nos écrans, mais on pense également que l'histoire doit être racontée par les gens issus de cette communauté-là. On pense que c'est vraiment très important parce que les histoires ne seront pas racontées de la même façon. Parce qu'il y a des subtilités qui vont différer, il y a des angles qui vont être différents, et je pense que ce point de vue-là de la personne qui est issue de la diversité, qui est ici à Montréal, ou au Québec, au Canada, c'est important de leur donner cette voix-là. Donc nous, pour revenir à la question, avec Nawal, on veut défendre cette voie-là, mais également supporter cette voie-là. Donc, regarder avec les membres de l'association comment on peut faire pour les aider à se développer et à vraiment s'établir dans l'industrie. Si je peux juste ajouter une petite information avec Nawal, on veut faire profiter aux membres de l'association, grâce à leur double citoyenneté. Ils sont tunisiens, marocains, algériens, libanais et tout. Donc, ça leur donne le droit de postuler ou de soumettre pour des fonds qui existent, par exemple, au Liban, dans des marchés de coproduction en Arabie Saoudite, en Tunisie, au Maroc, les ateliers de l'Atlas, à Dubaï. Donc, c'est plein de sources de financement extérieures. On ne va pas juste se concentrer sur les sources ici, au Québec, mais ça leur donne donc cet avantage, en plus de pouvoir visionner, projeter ou présenter leurs films là-bas dans des festivals internationaux. Donc, et puis, éventuellement, gagner des prix très importants aussi. Bien sûr. Et dans votre façon de travailler maintenant, le couple, est-ce que quand vous avez commencé à travailler de plus en plus ensemble pour finalement travailler, est-ce que tous vos projets sont à deux en ce moment? Vous faites tout ensemble? Ouais, d'accord. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de l'impact ou pas sur la relation de couple? Et à quoi ressemble une journée type là, quand vous travaillez, comment ça se passe là? Remettre en question le couple ou la relation, non, je pense pas. Ou si je me Non. trompe? Non. Non. Check. Non, pas du tout. Non, mais en fait, ça. Tu sais, si je parle pour moi, en fait, même mes parents, qui étaient aussi dans l'industrie, travaillaient également ensemble. Donc il y avait un modèle Donc, déjà. c'est quelque chose que pour moi, c'est quelque chose de naturel et tout, parce que je l'avais vécu à travers mes parents. Si on revient, par exemple, la COVID, quand tout le monde était comme oh mon Dieu, ça change, je suis 24 heures avec ma femme. Nous, c'était comme on était déjà 24 heures ensemble, on fait tout ensemble. On a nos tâches différentes dans la compagnie, mais nos bureaux sont côte à côte. On est toujours ensemble, on est toujours en conversation. Ben, je s'occupe plus du côté admin, moi, je m'occupe plus du côté créatif, mais c'est toujours en accord l'un et l'autre. Vous avez l'impression de conquérir plus de terrain ensemble que vous l'auriez fait chacun de votre côté? Je pense que oui, parce que il y a certaines tâches qui peuvent ralentir tout ce qui est comptabilité, les différents rapports à soumettre, les demandes, les mises à jour, les relations avec les gouvernements et tout. Donc, c'est des choses qu'il faudrait faire régulièrement. Donc, Sam, il sait que de ce côté-là, c'est comme tout est à jour, je m'occupe de toute la comptabilité, toutes les déclarations et tout. Donc, c'est comme on est tranquille tous les deux. Quand on lit un scénario, donc on sait qu'on n'a pas de problème administratif, donc on peut être créatif, on peut formuler des feedbacks et tout. Oui, vous jouez de cette complémentarité en fait dans vos forces et vos personnalités. Le fait qu'elle a un background d'enseignante d'économie, donc elle a un cerveau plus admin, puis moi je suis plus famille de cinéma, mon père réalisateur, donc je suis un peu plus du côté créatif, fait qu'on arrive à bien se compléter. Ça va bien. Ouais. Alors, est-ce que je peux vous demander quels sont vos prochains projets? En long métrage, nous avons un projet
qui a été financé par Téléfilm Canada. Le producteur marocain a tout son financement, donc on compte le tourner l'année prochaine. On en a un autre en post-production qu'on a tourné en Palestine le printemps dernier. Et puis, on a 2 autres qui sont en développement et qu'on espère soumettre en production l'année prochaine. Ouais. Et en cours, on vient d'avoir un court-métrage soutenu par la SODEC il y a quelques jours. Puis, on a 2 autres aussi en différentes étapes de développement. Vous êtes occupé, quoi. Oui, en fait aussi, ce qui arrive aussi, les 2 premiers que Maja a mentionnés, c'est des projets de coproduction minoritaires, où nous, on est des partenaires minoritaires. Les 2 autres sont nos projets à nous. Mais forcément, de travailler avec les gens de la diversité, souvent, ces gens-là sont encore à l'étape du court-métrage. Donc, nous, on ne faisait plus vraiment beaucoup de court-métrage. On en avait fait un avec F. Saint-Louis il y a quelques années, La Traversée, et ça nous a donné envie de refaire du court-métrage. Et c'était vraiment un bon timing parce que là, maintenant qu'on veut travailler avec les gens de la diversité, c'est des gens qui viennent avec des projets de court-métrage. Donc là, on travaille sur le développement et le financement de plusieurs projets de court-métrage. Et éventuellement, on va espérer qu'en accompagnant ces gens-là, on va pouvoir passer au long, là. Donc, on a aussi beaucoup de projets de court-métrage dans les années à venir. Tu parlais justement d'émergence, de relève, de tout ça. Dans l'industrie, ce serait quoi le changement, s'il fallait en nommer un, que vous aimeriez voir se concrétiser dans la prochaine année, par exemple? Les institutions font beaucoup de très bons efforts, honnêtement, pour essayer d'avoir une meilleure compréhension des projets de diversité. Par exemple, si je ne me trompe pas, à la SODEC, maintenant, à chaque dépôt, ils veulent avoir une personne de la diversité dans le comité externe qu'ils vont embaucher, ce qui est une très, très bonne chose. Téléfilm également aussi ont un département, ils ont beaucoup de gens qualifiés qui sont issus de la diversité, donc on sent que les gens comprennent bien la nécessité. On ne fait pas que des films arabes, mais disons qu'on a parlé beaucoup de Nawal, on parle beaucoup des films issus de cette région-là, un phénomène qui n'est pas juste propre au Québec et au Canada, mais qui est à l'international parce qu'on en parle avec nos partenaires, surtout ceux qui vivent en Europe, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'orientalisme. C'est-à-dire de faire des films qui viennent répondre à une certaine idée que l'Occident se fait du monde arabe. Des films où est-ce qu'on va tabler sur certains sujets, la pauvreté, la campagne, les femmes voilées soumises, pires, battues, les gens qui font partie du terrorisme, whatever. Donc, on sent qu'il y a vraiment un intérêt de vouloir comme, se concentrer sur ce genre de projet-là. Et ce n'est pas la réalité du monde arabe. Je ne dis pas que cette réalité n'existe pas. Elle existe, bien sûr. Mais si 9 films sur 10 de cette communauté-là ne fait que parler de ça, on ne fait que renforcer les stéréotypes. Nous, notre souhait, c'est qu'il y ait une compréhension que les gens de cette communauté-là vivent des choses réelles, qu'ils ont envie de raconter, mais qui ne vont pas nécessairement tabler sur les clichés. Donc, d'avoir cette compréhension-là qu'il faut faire des films qui sont plus authentiques plutôt que de venir réconforter ce qu'on a déjà entendu, l'imaginaire collectif. Nous, réconforter l'imaginaire collectif, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. On a justement envie plutôt de la provoquer. Et ça, bien, malheureusement, s'il y a comme 5 projets arabes qui sont déposés aux institutions et que cette réalité-là n'est pas connue des institutions ou des analystes qui vont analyser les dossiers et qu'il y a un projet sur 5 qui fait de l'orientalisme, ben, il y a des fortes chances que ce soit celui-là qui soit financé parce que c'est celui-là qui s'en vient rejoindre l'imaginaire de cette personne-là. Oui, je conforte Donc, les clichés. même si on développe plein de projets qui ne sont pas orientalistes, si c'est toujours ceux qui sont orientalistes qui sont financés, on fait juste continuer de perpétuer le problème et de perpétuer les mêmes clichés. Nous, c'est sur quelque chose sur on veut vraiment travailler fort sur cette perception-là et sur l'idée que on veut faire des films où est-ce que, je pense comme la communauté afro-descendante, pourquoi il y a eu un soulèvement, c'était parce qu'il était tanné de voir des films où est-ce que les personnages sont toujours des voleurs ou des bandits puis tout ça, à très forte raison. Et grâce justement à ce genre de lobby-là, les films ont commencé à changer. Et bien, nous, c'est un petit peu ce qu'on veut faire aussi avec la communauté. Parce qu'on a des histoires à raconter, puis c'est des histoires différentes de ces clichés-là, des histoires de la vie. On ne veut pas rester cloîtré dans ces clichés-là. Et d'ailleurs, avec Nawal, on a
une conférence sur ce sujet-là en partenariat avec le Festival Cinémania. Est-ce que je peux vous demander, pour conclure cette discussion, merci beaucoup pour tous ces partages, c'est vraiment super intéressant. Bahija, quelle est la qualité principale de Samuel, tu penses, qui vous amène le plus dans votre relation en général, mais professionnelle en particulier? Je pense qu'il sait ce que je vais dire. Sam, il a beaucoup de tact, il est calme et il a beaucoup de diplomatie. Venant de l'enseignement, donc j'ai pas eu appris peut-être à dealer avec les artistes. C'est un côté peut-être que sur lequel je devrais travailler. Donc Sam, il a fait ça toute sa vie, donc il sait comment traiter avec les artistes. Donc je pense qu'il est meilleur, il est mieux que moi sur ce point-là. Donc, Et alors toi, Samuel, quel est l'atout principal de Bahija dans votre partenariat? Oui, mais encore une fois, c'est là qu'on se complète très bien, qu'on fait une bonne équipe parce que on réussit à se combler les lacunes des uns des autres. Et pour moi, c'est sûr que Bahija, si la compagnie fonctionne bien en ce moment, c'est grâce à elle. Sa façon, tout son background, pas juste scolaire, mais dans sa vie, de faire les bonnes choses droit, de toujours bien exécuter, puis de s'assurer de tout respecter les deadlines, d'être organisé, structuré, ben, tout ça, ça vient beaucoup du côté de Bahija. Puis, ouais, sans ça, ben, ça serait un petit peu comme le pseudo-artiste qui essaie de faire des choses un peu tout mêlées, un peu tout éparpillé. Puis, ouais, non, c'est une nécessité. c'est le côté cartésien versus côté artiste, créatif. Ouais. Sur ces belles déclarations, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir partagé toutes vos anecdotes, tous vos beaux projets. Bonne continuation et merci encore. Merci Merci beaucoup à à toi. toi. Merci.